Bonjour, je suis Gaspard Dehaene, pianiste concertiste. Pourquoi moi? Trouver sa voie et finir par exceller dans celle-ci, le lot de peu de personnes dans le monde. Dans Pourquoi moi, nous avons l'ambition de présenter ces privilégiés et d'examiner le cheminement qui les a menés jusqu'au succès. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Gaspard Dehaene, pianiste concertiste, et nous allons tenter de comprendre avec lui s'il existe une certaine logique dans la et surtout sa réussite. Pour cela, la généalogie, la graphologie et l'astrologie vont s'avérer être des outils très précieux. Bonjour Gaspard. Bonjour Paul. Première question et pas des moindres, pourquoi vous? Rentrons dans le vif du sujet. Je dirais pourquoi moi, alors c'est toujours des histoires avec plusieurs paramètres. Il y a eu peut-être un échec me concernant par rapport à ma première passion qui était le tennis, qui m'a ensuite peut-être en quelque sorte libéré au moment de l'adolescence pour m'exprimer dans la musique. Donc je faisais déjà du piano quand j'étais petit parce que ma mère est pianiste professionnelle. Peut-être que je faisais un rejet au début quand j'étais enfant du piano, mais toujours est-il qu'à 15-16 ans, j'ai eu une révélation. Et à partir de ce moment-là, j'ai voulu, au piano, corriger les erreurs que j'ai faites au tennis. Et donc beaucoup travailler sérieusement. Et voilà, peut-être qu'après, les choses se sont enchaînées avec une certaine logique. Donc justement, la réussite est quand même au bout aujourd'hui de tout ce cheminement et on va essayer de comprendre, notamment à travers 3 outils que je vais un peu expliquer. L'arbre généalogique, vous nous avez fourni les métiers que faisaient vos ancêtres sur 3 générations. La graphologie, qui est l'étude de l'écriture, où là encore, vous nous avez fourni en amont que ça soit des écritures de votre enfance, de votre adolescence et même aujourd'hui de vie d'adulte. Et enfin l'astrologie, qui est l'étude des astres et qui est aujourd'hui une science, on va dire, ésotérique qui plaît à énormément de gens, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes. Donc premièrement, on va partir de la généalogie et donc de l'arbre généalogique. Et ce qui saute aux yeux quand on voit finalement votre 3 générations d'ancêtres chez vous, c'est que il y a une branche maternelle, on va dire, où le côté intellectuel est exacerbé, et le côté paternel, où il y a le côté peut-être plus sciences sociales, sciences humaines, qui sont également très présentes. Donc la question, c'est génétiquement, est-ce que vous pensez pencher plus côté maternel ou côté paternel, ou finalement, est-ce que c'est bien réparti chez vous? Alors bien réparti, je l'espère. Après, à moi de faire... je fais ma chimie aussi. Je pense que j'ai hérité du côté paternel spécifiquement, peut-être du goût de l'effort physique et de la dépense et d'une certaine forme de nervosité qu'on canalise plus ou moins bien. Et du côté maternel, peut-être effectivement une sensibilité à la littérature, à la musique évidemment, aux arts. J'ai toujours été assez complexé par rapport au niveau culturel de la famille du côté de ma mère. Et mon père est aussi un très très grand lecteur qui est fou de musique et d'art et de la beauté en général. Donc on a grandi, mon frère et moi aussi, un peu avec cette sensation qu'il y avait toujours quelque chose à découvrir, quelque chose à apprendre. Donc la curiosité fait partie finalement de vos gènes et aussi de votre éducation. Ouais, et puis elle était un petit peu obligatoire au risque de passer pour des nuls, quoi. Est-ce que finalement, dans une famille comme la vôtre, est-ce qu'à un moment le terme QI, donc de quotient intellectuel, rentre en ligne de compte? Est-ce que c'est des choses qu'on peut tester, qu'on a déjà entendues ou pas du tout? Alors très franchement, j'ai jamais fait de test de QI et je pense que j'en ferai probablement jamais ou dans mon propre secret parce que j'ai toujours eu peur du résultat. Non, mes parents, je pense, avaient confiance en nous et voulaient aussi nous donner confiance, enfin voilà, nous transmettre une énergie qui nous permettrait d'avancer. Donc par définition, ils nous disaient qu'on était intelligent et qu'il n'y avait pas de raison qu'on réussisse moins bien qu'un autre si on travaillait. Le problème, c'est qu'on a mis du temps avant de travailler. Et mon père nous disait, parce qu'on avait tous les deux des copains qui étaient bons à l'école, il nous disait si tu rates à l'école, tu finiras par laver la voiture de ton copain. Donc ça c'était un refrain qui était une blague et qui finalement peut-être a aussi affrayé son chemin. A germé voilà. chez vous.
Ce qui saute également aux yeux quand même, c'est qu'il y a deux univers professionnels qu'on peut un peu identifier, notamment côté maternel beaucoup. Il y a un univers scientifique qui est très présent et l'univers artistique qui est à travers l'écriture ou la musique classique. Dans votre enfance, écrire, lire, compter, que faisiez-vous avec plus de facilité? Je crois compter. J'ai fait un bac S un peu par défaut, entre guillemets, sans grand éclat, mais c'est vrai que j'aimais bien les sciences. Et peut-être qu'à ce moment-là, comme j'étais passionné par le tennis dans un premier temps, il y avait peut-être quelque chose qui me ramenait plus dans le domaine des sciences, de compter des points, du calcul, bon, des calculs très simples évidemment, mais toute la dimension littéraire, poétique que je pouvais avoir en moi, qui s'est finalement révélée avec la musique, est sortie quelque part après mes études, puisque j'ai entamé mes études de musique après le bac, donc j'ai pas fait d'études générales, je sais pas comment dire. Ouais. Et pensez-vous avoir hérité plutôt d'une rigueur scientifique ou d'une sensibilité artistique? Fou là là, je pense qu'idéalement, il faut jongler avec les deux. La rigueur scientifique, en quelque sorte, je l'ai. On peut en avoir trop. J'ai parfois observé, par exemple, que quand on travaille la musique, c'est pas comme si on coud un pull. C'est pas parce qu'on passe des heures et des heures que le pull se coud, pardon. Donc parfois on peut détruire son travail, donc tout n'est pas que quantité, tout n'est pas que répétition, tout n'est pas que nombre. Il faut aussi être dans le bon état d'esprit. Ça, c'est des choses que j'ai découvertes aussi évidemment avec l'expérience. Et je sais que parfois il ne faut pas trop travailler, il faut travailler évidemment, bien, ça c'est sûr. La sensibilité, il faut lui laisser, il faut préparer un terreau, un cadre de travail, un état d'esprit pour qu'elle germe. L'écrivain qui n'est pas inspiré, par exemple, il doit quand même aller à sa table pour écrire parce que ça ne sort pas de nulle part. Donc la sensibilité, elle existe, mais il faut quand même la provoquer. L'arbre généalogique nous permet aussi un peu de comprendre donc, au niveau de l'éducation et de l'environnement social, forcément, qui est très important dans le cheminement, notamment d'un enfant. Il y a quand même des écoles prestigieuses qui font partie de la vie de vos ancêtres, que ce soit Polytechnique, Normal Sup ou même l'ENA. Dans certaines familles, le nom de ces écoles évoque beaucoup de choses. Est-ce que chez vous, il y avait une forme de pression? Oui, parce qu'en fait, mon père a fait Centrale et il est fier d'avoir fait de bonnes études. Après, la vie, il aurait aimé faire un autre métier, faire plutôt des travaux manuels. Il a fait un BTS d'agriculture. Donc il aurait éventuellement pu tout lâcher pour devenir fermier. Et c'est vrai que comme mon frère et moi, on n'était pas spécialement bons élèves, il a fallu quand même qu'on se mette un petit peu à se bouger. Et moi, comme à 15-16 ans, j'ai découvert la musique. Ma façon d'amorcer la vie professionnelle avec l'ambition et l'exigence que chacun est libre d'avoir, mais qu'il est quand même préférable d'avoir, en tout cas dans ces années. Du coup, j'ai juste passé mon bac et j'ai mis toute mon énergie là-dedans. Et donc, je suis rentré au Conservatoire de Paris, qui est effectivement un peu le but quand on fait des études musicales en France. Et mon frère a lui fait aussi un cursus donc, de droit, à Assas, et puis Sciences Po, puis l'ENA. Et oui, c'est sûr que c'est le système français, c'est pyramidal. Et quand on a la chance de parvenir avec le travail évidemment, mais aussi avec peut-être un certain cadre, des facilités. Et je crois encore aussi beaucoup au rôle des parents dans l'éducation. Même si on ne travaillait pas bien à l'école, nos parents nous parlaient avec une langue, avec un esprit, avec une culture, et qu'on le veuille ou non, on était imprégné par ça. Alors maintenant, on va passer un peu à l'étude donc graphologique et donc aussi de l'astrologie. On en a un peu terminé, on va dire, au niveau généalogie. On a pu faire un petit peu le tour. Premièrement, est-ce que vous pourriez nous lire, donc par rapport à la question qui était quel est le moteur dans votre vie de réussite professionnelle? Et donc voilà ce que vous nous aviez répondu. Selon moi, la chose la plus importante est la passion. La grande question est de savoir comment la pérenniser, la faire évoluer et la cultiver au quotidien pour qu'elle reste sincère comme au premier jour. Dans toute quête d'excellence, il y a une quantité de travail incompressible à fournir, des heures et des heures de répétition qui peuvent altérer l'ardeur originelle.
La résistance et l'échec sont également des étapes nécessaires au parcours qui peuvent décourager, désarmer le passionné. Je pense que le secret du professionnel est de savoir garder courage et humilité sans jamais cesser de solliciter sa réflexion afin de transformer ces obstacles en expériences fécondes et prometteuses. Dois-je ajouter quelque chose? Du coup, je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter. En tout cas, moi, j'ai des questions. Quand on parle de passion, donc pour la musique en l'occurrence, est-ce qu'on parle de passion pour la musique classique ou pour l'instrument du piano? Ah oui, alors là je pense que c'est les trois à la fois, en sachant qu'il y a des passions qui sont plus ou moins, euh, qui peuvent s'abîmer. Voilà, moi j'adore la musique classique. Pour moi la musique classique c'est la reine de la musique, c'est vraiment, elle surplombe tout puisque tout descend de là en fait. Et j'adore jouer du piano, mais forcément, voilà, comme tout professionnel, parfois j'en ai marre. Parfois j'y arrive pas voilà, parfois j'ai trop de pression ou je voudrais que ce soit mieux et j'arrive pas à faire en sorte que ça soit mieux. Donc oui, j'ai une passion, je pense, relative pour le piano dans la mesure où le piano n'est qu'un moyen de faire de la musique. Justement, si je me concentre trop sur le piano, ça devient parfois un peu au détriment de la musique. Voilà, et donc là, c'est un peu un mauvais chemin. Donc, grâce aux notes manuscrites et aussi à l'étude astrologique, votre thème natal, il y a des choses qui sont revenues un peu, et notamment qu'avec cet héritage qui est quand même lourd, on va dire, au niveau exceptionnel, donc au sens, on va dire, bénéfique du terme, il y a une forme de lutte intérieure où il a fallu peut-être un peu se conformer à son milieu, que la version au risque était peut-être un petit peu plus voilà, elle existait. Est-ce que, par facilité ou conformisme, il n'y a pas d'autres carrières que vous auriez pu embrasser? Bah, parfois, effectivement, dans certains moments difficiles, je me dis, ah, si j'avais fait des choses peut-être plus simples, plus dans l'air du temps aussi. On voit bien qu'il y a des corps de métier où on peut avoir une bonne situation financière, sans doute beaucoup de pression et de travail, mais grosso modo, voilà, on rentre dans un corpus. Moi, c'est clair que je suis un marginal avec effectivement une irrégularité de revenus, une irrégularité de travail aussi. Mais j'y ai pris goût. Déjà, j'ai pris goût à je dirais que j'ai pris goût à deux choses. La solitude du pianiste, qui est ça qui est vraiment très très propre au piano, parce que tous les autres instruments, grosso modo, jouent ensemble, que ce soit en quatuor, en duo ou en orchestre. Voilà. Et j'ai pris goût aussi voilà, à cette vie qui est une vie privilégiée aussi, parce que voilà, donner du plaisir aux gens quand ils viennent nous écouter, monter sur scène, livrer un message avec le moyen donc, qui est le mien, le piano, ce sont des émotions dont je ne connais pas d'équivalent, voilà, et qui sont extrêmement intenses. Et c'est vrai que pendant le premier confinement, et peut-être même encore maintenant, parfois, je ne sais pas, on se demande dans quel monde on va vivre demain. Et en même temps, j'ai toujours pas trouvé ce que je pourrais faire si je devais, pour X ou Y raison, abandonner la musique. Alors, par rapport à l'écriture et donc là encore l'astrologie, euh, on identifie une grande sensibilité intérieure. Ça, c'est l'ascendant poisson aussi, pour le coup, qui joue a priori et qui a un ressenti pour les choses abstraites sans vraiment pouvoir les analyser, qui a une vie intérieure très riche. Est-ce que vous pouvez reconnaître aujourd'hui que vous avez une sensibilité qui est quelque part un peu hors norme? Bah, hors norme, j'aime bien, je pense que, voilà, que la sensibilité, c'est quelque chose, un, qu'on cultive, deux, qu'on a, et trois, on peut se croire insensible, mais en fait être extrêmement sensible. Donc c'est un peu le mystère de chacun. Moi, il se trouve qu'effectivement, ça fait partie de mon métier. Donc j'essaye de faire en sorte qu'elle devienne heureuse, qu'elle devienne féconde, parce il y a la sensibilité, mais il y a aussi la sensiblerie, c'est-à-dire que si on se met trop en scène, ça devient mièvre, ou on peut être ridicule, ou on peut être un peu trop sentimental. Euh, donc je sais pas, c'est difficile de parler de sa propre sensibilité, mais je pense que oui, quand j'étais enfant, j'étais particulièrement sensible. Je pouvais peut-être pleurer dans certaines situations, ou être très triste, voilà. En devenant adulte, je pense que le cuir s'est un peu épaissi, et c'est tant mieux, j'ai
aucun regret d'avoir perdu ça, bien au contraire, parce qu'il faut quand même un peu se fortifier. Après, par contre, voilà, c'est toujours cette formule, voilà, un peu ridicule peut-être, sous la carapace, bah voilà, il y a un grand sensible. Il y a aussi en théorie un peu de ce cheminement de réussite, il y a ce qu'on appelle la règle des 10 000 heures. Je ne sais pas si Ah, ça me dit quelque voilà, chose. vous avez déjà entendu parler de ça. Donc en gros, il faudrait 10 000 heures pour avoir une expertise dans un domaine. Et donc il y a les Beatles, les Einstein, etc. Finalement, on se rend compte que toutes ces personnes qui ont atteint le paroxysme de la réussite ont fini par acquérir ces 10 000 heures de travail intensif. Et donc finalement, ça équivaut en général à 10 ans d'une vie, 10 000 heures par an, ce qui fait 83 heures par mois, 20 heures par semaine et moins de 3 heures par jour, 7 jours sur 7. Okay. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la pratique du piano, est-ce qu'on peut s'approcher de ce nombre ou pas? Oh oui, 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 largement, et et même le dépasser. Bah, y a 2 repères, enfin pour moi, hein, chacun, mais il y avait les 3 heures par jour. Un très très grand pianiste russe qui s'appelle Sviatoslav Richter disait qu'il travaillait 3 heures par jour, mais tous les jours. Et si par malheur il voyageait ou qu'il ne pouvait pas travailler, bah, il additionnait, il récupérait, donc il pouvait faire 6, 9 éventuellement. Moi, je ne sais pas pourquoi, il y avait aussi une espèce de... Quand j'avais 16 ans à peu près, et que je travaillais donc le plus possible, j'avais une espèce d'objectif, c'était 8 heures, que je n'ai pas fait depuis très longtemps, mais voilà, quand il faut pouvoir le faire. Et c'est vrai que ça, c'était une espèce voilà, de 8 heures par jour, ça fait quand même 3 ou 4 heures le matin, et donc 4 ou 5 l'après-midi, plus éventuellement le soir, parce que le soir, il y a aussi toujours une seconde journée qui commence. Et bah oui, c'est sûr qu'on ne peut pas faire l'économie de nombreuses heures, mais pour la musique, encore une fois, je pense que c'est très 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 important de ne pas oublier de vivre, de se cultiver, d'écouter beaucoup de la musique, de rencontrer des gens, d'avoir aussi des moments où on coupe même le sérieux pour laisser place au jeu. Parce que la musique est aussi un grand terrain de jeu. Enfin, voilà, c'est pas que quelque chose de grave, de profond, qui remue des sentiments, etc. Enfin, c'est aussi de la joie, c'est aussi de l'humour, et bref, c'est de la vie, quoi. Donc, maintenant, on va passer au côté chance, finalement, qui est un impondérable dans une réussite un jour. Il y a toujours, donc, qui peut se matérialiser par des rencontres, par des tournants aussi. Donc, on va pouvoir, par une époque qui, finalement, joue beaucoup sur la réussite ou pas de quelqu'un. Finalement, quand on regarde votre carte du ciel, donc là encore l'astrologie, on voit que Jupiter, donc, est la planète de la chance, qui symbolise la chance et la réussite financière, notamment, est assez importante dans votre cas. Donc une question qui paraît peut-être banale, et on en a déjà un petit peu évoqué, mais est-ce que la première manifestation de chance chez vous, c'est pas le fait d'être bien né ? Sans doute. Après, bien né, alors j'irai un peu plus loin. Mes parents m'ont fourni un cadre de confort matériel idéal, mais une éducation absolument désintéressée de l'argent. Franchement, on n'avait pas de vêtements de marque, bien sûr on en voulait, et nos camarades en avaient. Bon voilà, enfin c'était pas une grande souffrance. On en avait de temps en temps un ou deux pour Noël, qui était évidemment trop petit l'année d'après, donc on a fini par comprendre que c'était un peu ridicule. Non, sinon on a manqué de rien, mais par-dessus tout, mes parents sont des gens qui vivent des choses qu'ils aiment, et ils aiment se cultiver et voilà, et profiter aussi du confort de vivre à la Maison Lafitte par exemple. Donc c'est assez marrant parce que finalement l'astrologie exprime ça, que finalement l'argent n'est pas la motivation chez vous, qu'il n'y aura pas de problème d'argent non plus. Est-ce que déjà, vous avez un peu répondu, mais réussite professionnelle ne passe pas par réussite financière ? Bah oui, non, de toute façon, moi je sais pertinemment que je ne fais pas d'argent. J'ai un métier qui ne fait pas d'argent. Donc je vis très bien avec ça parce qu'effectivement, je suis heureux avec ce que je gagne. Et surtout, je manque de rien dans ma vie. Je vais me marier, j'ai des parents. Enfin, voilà, j'ai des amis, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. Et évidemment, la musique, ça c'est
Vous avez beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui, déjà quand on gagne beaucoup d'argent, on passe beaucoup de temps à vivre pour son argent, pour le garder. Et en plus, c'est aussi une quantité de travail, ça prend une place folle dans la tête. Et franchement, je me sens quand même libre et heureux d'être un peu en dehors de ça, quoi. Donc pour venir à un moment charnière forcément de votre vie, c'est le moment où c'est la bascule sur le côté j'ai envie de devenir pianiste professionnel. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce moment et de ce tournant qui est a priori très présent chez vous? Ouais, bien sûr. Alors, je me souviens que j'avais donc 15 ans, j'étais 5-6 au tennis, donc c'est un bon classement pour mon âge, mais c'était ah, pas assez bon par rapport aux meilleurs Français. Donc, mon rêve d'antan de devenir champion s'éloignait d'année en année. Voilà, il fallait bien que je m'y résolve. Et j'avais pas spécialement envie non plus enfin, j'étais pas très inspiré pour les études générales. Et donc, je faisais un stage de piano tous les ans, tous les étés, à Noyers-sur-Serein en Bourgogne, un petit village médiéval magnifique, auquel je reste donc profondément attaché. Et il y avait une jeune pianiste qui s'appelle Feriel Kadour, donc je peux saluer au passage, brillante personne qui jouait, qui travaillait un morceau de Chopin dont je ne savais pas de qui il était, mais j'entendais ce morceau, je l'aimais beaucoup. C'était la 4e balade de Chopin, donc. Et à la fin du stage, elle l'a donné en concert et j'ai ressenti des frissons qui m'ont parcouru l'épine dorsale. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'était plié. Et paraît-il même que j'aurais dit à ma mère, ah, ça y est, je veux faire de la musique. Je me souviens pas de ça, mais si elle le dit, c'est que ça doit Est-ce être qu'il y a vrai. quelque chose d'un peu divin finalement là-dedans? Bon, oui, si l'histoire est belle, Ah donc ouais. pourquoi pas, on peut se dire ça, et on peut croire à ça, pourquoi pas. Enfin, parce qu'il y a quand même des signaux qui sont troublants. Et en tout cas, je suis rentré et j'ai ouvert la partition qui était bien trop dure pour moi à l'époque, mais je me suis engouffré là-dedans et j'ai eu enfin le plaisir de rester des heures et des heures assis au piano. Et au début, c'était que Chopin, puis après, j'ai fait mes études et voilà, je suis rentré dans la vie. En termes de chance et de réussite, il y a aussi, comme j'ai dit, les rencontres. Euh, En termes de compatibilité astrologique, on va dire que votre signe, hein, qui est taureau ascendant poisson, s'entend très bien, notamment avec les Capricornes. Je sais que votre mère est Capricorne. Est-ce que c'est la rencontre la plus importante de votre vie professionnelle ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ah ouais, c'est sûr qu'après, enfin, c'est difficile à la fois dans la musique et à la fois dans une relation mère-fils de déterminer ce qui est professionnel, ce qui est la vie, ce qui est filial, ce qui est de l'ordre du miracle, ce qui est de l'ordre de l'amour. Enfin, il y avait un peu de tout en même temps et c'est vrai que bon, si ma mère avait été banquière et que j'étais devenu banquier, je pense pas qu'on pourrait en développer sur ce sujet éternellement. Par contre, là, effectivement, le terrain de la musique, le terrain. Aujourd'hui, c'est une relation qui est extrêmement riche parce que on se joue des choses, on échange, on s'envoie des versions, on a une vraie complicité et c'est une chance pour tous les deux parce qu'on est des passionnés et on est des professionnels aussi. Donc, il y a une exigence et comme chez tout professionnel, il y a aussi une humilité, il y a aussi des moments de doute et donc c'est un support extrêmement précieux pour moi. L'époque aussi est très importante dans un domaine pour réussir. Est-ce que aujourd'hui, en 2020, être pianiste professionnel, c'est le moment pour réussir ou finalement une autre époque aurait peut-être été plus bénéfique? Bah, je pense qu'il faut, en tout cas, au moment où j'en suis, il faut se battre et il faut que la musique circule parce que c'est merveilleux. Et je pense que la musique peut sauver le monde, peut permettre aussi aux gens de renouer avec le temps. On va à l'époque du toujours plus vite et du toujours plus fou. Peut-être que voilà, revenir en connexion, je trouve que la musique, c'est vraiment la connexion avec le ciel parce il y a quelque chose, tout à coup, l'air se met à vibrer. Et on est transporté et on ne sait pas d'où ça vient. Or, on est bien les pieds sur terre, on existe, on ressent, on vit. Et donc, ça remet dans un cadre quand même, à la fois dans un cadre temporel, puis dans un cadre même du cosmos. Et je pense que comme on passe une grosse partie de la journée devant nos écrans, à courir après le temps, etc., alors que dans le fond, on ne fait pas tellement plus de choses qu'à d'autres époques, moi, voilà, je milite pour ça. Je milite pour un retour au temps juste et poétique. Après, c'est vrai que oui, il y a eu des époques où il y avait moins de pianistes, où il y avait moins de concurrence, où il y avait plus de facilité de voyage. Mais ça, c'est très concret. Voilà, on peut trouver. La France est un pays aussi qui permet il y a plein de festivals, il y a des systèmes d'intermittents du spectacle qui donnent
une vraie valeur sociale aussi au rôle des artistes dans la société. Et voilà, il faut développer tout ça, il faut faire vivre tout ça. Et il faut militer. Voilà, moi je crois vraiment que la musique... en plus, la musique est apolitique, alors que tout est politique maintenant, de près ou de loin. Et je pense que voilà, ça c'est aussi une force, qu'on est tous égaux par rapport à la musique et on est tous libres. Donc, Pour un peu clôturer ce côté astrologie, il y a Vénus, qui est la planète de l'amour, qui est très très importante chez vous, qui est en première maison, voilà, si ça parle à des gens qui connaissent l'astrologie. Est-ce que l'amour, c'est un élément, voire l'élément moteur dans votre quête de réussite? alors, l'amour que je donne ou que je reçois? A priori, c'est l'amour au global. Okay. Je reçois encore, donc vraiment à ce titre-là, je me sens extrêmement chanceux. Je ne sais pas si je le rends à sa juste valeur. Je suis quelqu'un, je pense, voilà, comme beaucoup d'artistes, qui a son lot d'égoïsme. Donc ça, c'est vrai que parfois je peux m'interroger là-dessus et dire que peut-être je donne moins que ce que je reçois. Peut-être, oui, que l'amour fait partie de ma vie et peut expliquer une certaine réussite. Ouais. Pour terminer d'une manière un peu légère, on va, donc pour savoir finalement voilà, si vous avez une bonne étoile, hein, il y a d'autres personnalités qui sont nées un 19 mai. Ouais. Et donc qui dit personnalité dit réussite dans leur domaine. Je vais en donner 6 que j'ai sélectionnés. Et le but, c'est de savoir s'il y avait un dîner aujourd'hui entouré de ces personnes. Hein, il y en a qui sont vivants, il y en a d'autres qui sont morts. À côté de qui vous aimeriez être assis. Okay. Donc il y a l'homme politique Malcolm X, qui est né un 19 mai. Il y a l'astrophysicien Aurélien Barraud, qui est très populaire en ce moment, très médiatique. Pete Townsend, le leader des Who. Grace Jones, la mannequin actrice qui a joué dans James Bond, là, je ne sais pas si ça vous parle. L'acteur Peter Mayhew, qui est Chewbacca. Andrea Pirlo, le footballeur italien. Et enfin Fernand Reynaud, l'humoriste. Donc si jamais il y en avait un ou deux, je suis assis à côté de l'un et de l'autre, avec qui vous aimeriez partager déjà votre amour du 19 mai, j'imagine, mais en plus, voilà, votre amour de votre... déjà, j'aime beaucoup imaginer cette tablée, voilà. On est dans les règles sanitaires, en plus. A priori, ouais. Limite, 6-7, on est 7. 7, ouais. Bon. Non, je serais partagé entre Chewbacca, enfin, du coup, j'ai oublié son nom, Peter Mayhew, ouais. Parce que c'est vrai que c'est marrant, c'est un peu comme les Daft Punk, c'est des gens qui sont... dont tout le monde connaît le casque et pas le visage. Alors je suis assez... et quelque part... Il pourra venir déguisé en Chewbacca si ça aide. Ouais, pourquoi pas. Faut juste qu'il ne me parle pas en Wookiee ou je sais pas comment dire. Wookiee, ouais. Non, Malcolm X, pourquoi pas. Parce que j'avoue que je suis très très mal renseigné à son sujet. Une jolie femme à mes côtés, voilà, c'est quelque chose que pour un dîner, voilà, qu'on me pardonne cette légèreté. Non, ça fait du beau monde et l'humoriste, pourquoi pas. Après, l'humoriste, s'il est attablé, on sait qu'il n'y a pas besoin de forcément à côté. Voilà. En fait, c'est vrai que je préfère pas être à côté de l'humoriste dans la mesure où peut-être qu'il prendra trop de place à mon détriment, du coup. Écoutez, merci Gaspard. Donc peut-être qu'un jour, vous pourrez être vraiment à cette table, finalement, si la réussite est totale, hein, on va dire ça de cette manière-là. Pour clôturer, pourquoi moi, j'espère qu'on a pu susciter chez vous des questions, ou tout du moins des interrogations, et aussi qu'on vous a aidé à mieux comprendre peut-être la réussite, pourquoi elle fait partie de votre vie. Et en tout cas, l'objectif aussi de pourquoi moi, c'est grâce à votre parcours, c'est aussi bien d'inspirer et de donner envie à d'autres personnes de se dire pourquoi pas moi.